programmation de mon système d'exploitation. Le voilà, le système de Tim Paterson. À l'origine, il s'appelait QDOS. IBM et Microsoft l'ont rebaptisé PC-DOS. Mais quel que soit son nom extérieurement, il ressemble comme un frère à CP/M. J'ai les deux systèmes sur cet ordinateur et franchement, j'ai du mal à les distinguer. Les commandes sont les mêmes, les répertoires aussi. Une seule différence visible, le lecteur de disquette s'appelle A sous PC-DOS et C sous CP/M. Pourtant, l'un va rapporter des milliards et l'autre va disparaître. Dans l'industrie micro, le jackpot va toujours à l'exploitant d'une invention et pas à l'inventeur. Dans ce cas, il n'ira ni à Gary Kildall, ni à Tim Paterson. Reste pour Microsoft à acquérir les droits de ce système d'exploitation. On est allé les trouver en disant « On veut acheter ces droits ». Comme toutes les petites entreprises, SCP avait besoin d'argent et a accepté de commencer à négocier. Finalement, on a conclu un accord. On a acheté tous les droits sur le système d'exploitation pour $50 000. L'affaire du siècle. L'affaire qui remplira de milliards les poches de Bill Gates et de Paul Allen, permettant à celui-ci de s'acheter des jouets de ce genre, un gymnase et toute une équipe de basket rien qu'à lui. Microsoft a acheté un système d'exploitation pour $50 000 et l'a revendu sous licence dans le monde entier à près de $50 pièce. Le PC d'IBM est lancé en août 1981, un événement qui va bouleverser à jamais le marché des micros. La très sérieuse IBM apporte à l'industrie micro la crédibilité qui lui manquait. Son PC a été délibérément dessiné pour rassurer les chefs d'entreprise. Il s'agit bien d'un outil de travail, pas d'un gadget ou d'une console de jeu. Mais comme un ordinateur personnel se doit de garder un visage humain, la Grande Bleue se permet un petit sourire dans sa campagne publicitaire. Pas besoin d'être riche ni savant pour avoir accès à cet outil de haute technologie. Dans son message, IBM apportait sa garantie de qualité au monde de l'entreprise et a fortiori au reste de la population. Malgré ce qu'affirme la publicité, la machine elle-même n'est pas meilleure que celles qui sont déjà sur le marché. Les ventes devront s'appuyer sur une application concrète, un logiciel indispensable et qui ne fonctionne que sur cet ordinateur précis. Ce logiciel miracle, ce sera Lotus 123, un tableur. Lotus sera le premier éditeur de logiciels à gagner des millions. En 1981, IBM prévoit de vendre 500 000 PC dans les 3 années suivantes. En fait, ils vont en vendre plus de 2 millions. Euphorique, c'est le mot. On en avait vendu 2-3 millions. Du coup, tout le monde s'est mis à penser à 100 millions. On est passé de la sous-évaluation à la surévaluation. Tous les PC vendus par IBM fonctionnent sous DOS, le système d'exploitation de Microsoft. Au début, la société de Bill Gates ne gagne pas grand-chose à cause des termes de son accord avec IBM, mais elle mise sur l'avenir et son avance sur ses concurrents. Pour nous, le point fort du contrat avec IBM, c'était que nous conservions le droit de céder nos logiciels à d'autres constructeurs. L'histoire des ordinateurs grand système avait montré qu'avec le temps apparaissent sur le marché des machines compatibles, des clones. On avait reçu d'IBM une somme forfaitaire pour notre travail, environ $80 000, mais on ne touchait pas de droits ni pour DOS ni pour BASIC. On espérait que de nombreux constructeurs concurrents allaient fabriquer des machines compatibles.
Quand une société détient 50% des parts d'un marché, comme c'était désormais le cas pour IBM, son produit devient la référence. Même s'il existe d'autres micros qui réalisent les mêmes tâches, les acheteurs veulent de l'IBM. Pour avoir une chance de percer, les concurrents doivent fabriquer des machines semblables. Ils doivent copier le PC d'IBM. Et il existe un moyen de le faire légalement, la rétro-ingénierie. Voici le genre de paradis auquel peut vous mener la rétro-ingénierie si vous vous y prenez bien. Ce modeste cabanon dans la montagne appartient à Rod Canyon, un des fondateurs de la société Compaq. En 1982, Rod Canyon et 3 de ses collègues ingénieurs chez Texas Instruments veulent créer leur propre entreprise. Mais ils ne savent pas quoi inventer. Ils tiennent leur idée après avoir gribouillé un schéma sur un coin de nappe dans un snack bar. Ils vont fabriquer une version portable du PC d'IBM et parvenir à leur fin grâce à la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie part du produit fini, le décortique et l'analyse pour comprendre comment il fonctionne, dans le but de créer un produit identique, ou du moins qui réalise le même travail. En achetant les composants de son PC à l'extérieur, IBM a facilité la tâche des fabricants de clones. Il leur suffit de jeter un œil sous le capot et d'aller s'approvisionner chez les mêmes fournisseurs. Le microprocesseur central, par exemple, vient de chez Intel. Une puce vitale, cependant, fait exception. La puce ROM BIOS, servant à relier matériel et logiciel. Un pur produit IBM, protégé par un copyright et une armée d'avocats. Pour qu'un clone soit compatible IBM, il faut absolument qu'il soit équipé d'une puce ROM BIOS IBM, qui bien entendu n'est pas en vente. Reste donc à se débrouiller pour la copier en toute légalité. Voici la recette de la rétro-ingénierie. Je construis des ordinateurs et je désire fabriquer un clone du PC d'IBM. Je commence par rédiger un descriptif minutieux des fonctions que la puce ROM BIOS doit remplir. Je m'arrête là et j'appelle un homme de loi à la rescousse. Heureusement, Claude Stern, mon avocat, est spécialiste de la rétro-ingénierie. Il va m'expliquer la marche à suivre pour échapper à des poursuites judiciaires. Premièrement, Bob, vous disparaissez du processus. Vous avez vu le produit original, le produit cible. Vous êtes donc contaminé, souillé. À partir de maintenant, nous allons travailler exclusivement avec des gens propres, ceux qu'on appelle des vierges. Ce qui n'est pas mon cas. En effet. Donc, nous allons engager une équipe d'ingénieurs qui n'ont jamais vu le ROM BIOS d'IBM et qui ne l'ont jamais utilisé. On va les soumettre à un test de virginité. Jurez-vous n'avoir jamais tenté de démonter ou décompiler un produit IBM quel qu'il soit. Ensuite, les vierges avérées sont enfermés à double tour et on leur interdit tout contact avec le monde extérieur jusqu'à ce qu'ils aient réinventé la puce ROM BIOS d'IBM. Grâce à mon descriptif, ils connaissent l'état des données avant et après leur passage par la puce. À partir de là, ils émettent des hypothèses sur ce qui leur arrive dans la puce. Hypothèses qu'ils testent et retestent jusqu'à ce qu'ils aient mis au point une puce qui se comporte exactement comme le ROM BIOS cible. Il a fallu plusieurs mois, 15 programmeurs chevronnés et $1 million à Compaq pour réussir ce tour de force. Le premier ordinateur Compaq voit le jour en novembre 1982. L'argumentaire de vente qui l'accompagne est limpide. Compatibilité à 100% avec IBM. Tous les logiciels écrits pour le PC d'IBM pourront tourner sur le portable de Compaq. That extends through all of the software for IBM. Yes. It all works on the Compaq. Compaq vend pour moins cher exactement les mêmes ordinateurs qu'IBM. Le succès ne se fait pas attendre. On a établi un record pour une première année de vente. 111 millions de dollars.
Et voilà comment Rod Canyon a pu s'offrir son cabanon à la montagne dans la région des États-Unis où l'immobilier coûte le plus cher. Et voilà pourquoi moi je dépéris d'envie pendant qu'il me décrit les qualités du prochain jet qu'il compte s'acheter. Pauvre IBM, tout le monde semble avoir